remarque, mais peut-être la développer un peu, mais ce n'est plus possible. Une remarque que me suggère le rapport de Raphaël Portela, mais sur une question que je me pose depuis hier matin, voire même depuis plus longtemps, quand j'ai lu le programme, à savoir la notion de néo-constitutionnalisme. Alors évidemment, on pourrait y passer trois jours, ce n'est pas du tout mon intention. D'autre part, il ne faut pas retarder le rapport du professeur Bourgi, mais j'ai une petite interrogation que je résume. Est-ce que l'on peut parler néoconstitutionnalisme, dirais-je objectif, le contenu des constitutions, qu'est-ce qu'il y a de nouveau éventuellement dans les constitutions? Est-ce qu'on peut continuer d'examiner ça à la lumière des catégories du droit constitutionnel classique, c'est-à-dire qui n'est pas néo? Je prends un seul exemple, la séparation des pouvoirs. Un deuxième exemple, le bicamérisme. Plusieurs rapports ont insisté sur la question de la deuxième chambre. Peut-être que ce qu'il faudrait avoir en tête, c'est comme autrefois dans le droit constitutionnel dit régissant, mais qui n'est pas classique encore, quels sont les intérêts que l'on veut représenter dans une deuxième chambre par rapport à ceux qui le sont dans une chambre élue. Merci. Merci. Mais ce n'est pas une question à Raphaël, c'est à tout le monde. Autre question à droite, puis après je passerai à gauche. Madame Elodie. Oui, alors c'est vrai qu'on a négligé ça, c'est bien que Raphaël en ait parlé, mais je parle aussi de l'expérience islandaise, une tentative de démocratie participative. Et dans le projet citoyen, justement, on parlait de la répartition des richesses naturelles. Et c'est vrai que c'est un aspect, j'en ai pas parlé pour la Tunisie, mais il y a maintenant une prise en compte, effectivement, de la question sociale et particulièrement du patrimoine et des ressources, et ça rejoint aussi ce que vous disiez, Boubacar, avec l'uranium. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté là-dessus, mais c'est une question essentielle, et je compléterai le propos de Raphaël. C'est vrai aussi que si les Blancs ont souhaité cette transition démocratique, c'est aussi pour des questions d'affaires, de business, clairement. C'est-à-dire que les Blancs ont compris que le régime d'apartheid ne pouvait plus se maintenir compte tenu de la géopolitique très mouvante en 89, que c'était très mauvais pour les affaires et qu'il fallait assurer une transition stable et éviter la guerre civile pour justement que le business continue et le malaise social perdure. On l'a vu avec la grève des mineurs et on sait que la moitié d'entre eux vont perdre d'ici 3 ans leur boulot. Donc la question sociale n'est toujours pas résolue. Merci. Monsieur Lam. Oui, je vous remercie toujours dans le sillage du professeur des deux intervenants. Ces éléments également ont été pris en compte dans la Constitution de 2001. Souvent, on visait les déclarations, les deux déclarations célèbres des droits de l'homme, mais dans la Constitution de 2001, on a visé dans le préambule la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits des enfants, ainsi que la Charte africaine. Je pense que c'est une avancée et à l'intérieur de la Constitution, on va dans les détails pour les droits des femmes, c'est-à-dire l'accès des femmes à la terre, parce que c'est une discrimination. J'interviens, c'est que dans d'autres constitutions, je pense à la constitution béninoise, voilà, on a introduit des éléments nouveaux et par rapport aux ressources. Mais j'avais Bougie, vous n'avez pas encore la parole. Ouais, j'avais deux questions maintenant à poser au professeur Portela. Ça porte sur, je ne comprends pas par quel mécanisme constitutionnel on a fait tomber Thabo Mbeki. Oui, c'est le parti. Oui, première question. Deuxième question, où en est les risques, les dangers que pesait sur l'unité de l'Afrique du Sud le mouvement de Eugène Père-Blanche, décédé maintenant, et de Boutelesi, qui contestait un peu toute l'idéologie zoulou et qui était à la base de mouvements qui allaient vers l'émancipation. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Dernière question. Sur mon extrême gauche, sans professeur Bougie qui était pressé de présenter son rapport. Oui,
Bon, très bien. Alors vous allez répondre. Personne n'a posé de questions. C'était clair. Nous aussi, c'était mon ami Abdourahmane. Question. Bon, alors professeur Potea, Raphaël. Et dans un autre colloque déjà. C'est pour ça que... Bon, je suis complètement. Alors, pour le néo-constitutionnalisme, assez d'accord, ça mériterait un deuxième colloque. Bien évidemment, le milieu des affaires a pesé énormément tout au long des négociations constitutionnelles. Mandela a rencontré les représentants des chambres de commerce, des grandes fortunes de la bourse de Johannesburg. On sait pas tout à fait ce qui s'est dit, mais on sait bien que l'ANC de toute manière avait sur cette question-là une marge de manœuvre très très limitée, parce qu'on savait pertinemment qu'elle allait prendre le pouvoir, mais on ne savait pas quel était l'état des caisses financières. Et je rappelle que juste avant la transition du pouvoir, le Parti national au pouvoir a contracté un prêt auprès de la Banque mondiale, dont aujourd'hui encore l'Afrique du Sud paye les intérêts. Donc, dette odieuse sans aucun doute, mais là aussi c'est une question qui à mon avis impacte la dimension sociale et qu'il faudrait peut-être un jour prendre en ligne de compte. Doit-on éponger les dettes des régimes antérieurs, surtout quand ils ont été dictatoriaux, qui ne respectent pas les droits de l'homme? Voilà un beau sujet de discussion pour les colloques futurs. Pour les deux questions, alors l'éviction de Mbeki à l'automne 2008 provient moins d'une règle constitutionnelle que d'une règle interne à l'ANC. Mbeki est en même temps que président de la République sud-africaine le président de l'ANC. Et il y a des mécanismes à l'intérieur de l'ANC qui peuvent permettre de le renvoyer s'il ne répond plus aux conditions fixées par le Conseil exécutif national de l'ANC et le Parlement de l'ANC. Et c'est cela dont il était question en septembre 2008. Et plutôt que d'encourir la destitution qui est prévue à l'article 50 de la Constitution, cette fois-ci, il a préféré démissionner car il savait que sous la pression de l'ANC, la majorité à l'Assemblée nationale pourrait très bien le destituer. Donc il a fait cette allocution télévisée un soir de septembre 2008, le 25 si mes souvenirs sont bons, et il a dit constatant que je n'ai plus de soutien de la part de ma majorité ni de la part de mon parti, il me semble que c'est de mon devoir de me retirer des affaires. Donc il a fait passer ça comme étant un acte politique. En réalité, il a été poussé à faire cela, car depuis sa première élection en 1994 et sa réélection en 2004, il a commis beaucoup de, comment dirais-je, pas d'infraction, mais en tous les cas, il n'a plus tenu compte véritablement de la politique interne à l'ANC. Et ça, pour l'ANC, c'est quelque chose qui passe très difficilement. D'autant que sa politique était une politique libérale, centralisation du pouvoir, et c'est le seul de l'ANC à vouloir modifier la Constitution. Et on l'a dit ce matin, et c'est un exemple, c'est le seul qui a dit « Bon voilà, je vais bientôt atteindre mon deuxième mandat, j'aimerais changer la Constitution, parce qu'en Afrique du Sud on ne peut faire que 2 mandats consécutifs, enfin un mandat plus un autre, de 5 ans, j'aimerais bien changer pour pouvoir en faire un troisième. » C'est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et l'ANC a refusé. Ce qui montre ce que je disais tout à l'heure, la maturité non seulement des hommes politiques, mais aussi la maturité de l'ANC, qui est quand même si c'est une grande toile de tente, qui va de la droite centriste, pour prendre notre spectre politique français, jusqu'à l'extrême gauche, c'est aussi un organe qui a de temps en temps la possibilité de s'imposer dans les décisions. Donc Mbeki a démissionné, il a été remplacé par son vice-président, c'est prévu statutairement par la Constitution, acting president, jusqu'à la fin du mandat, puisque son mandat se terminait au printemps 2009, à la suite de quoi, entre-temps, l'ANC avait changé de président, puisque c'est Jacob Zuma en 2007 qui a été élu président, et donc c'est lui qui a porté les couleurs, si j'ose dire, de l'ANC. Je rappelle encore une fois qu'on n'élit pas en Afrique du Sud le président directement au suffrage universel. C'est l'Assemblée nationale qui élit le président. Donc il y a un lien quasi viscéral entre la présidence et l'Assemblée nationale, puisque à chaque fois que l'Assemblée nationale vient à être remplacée, le sort du président est lié. Il faut que l'Assemblée nationale renomme un nouveau président, y compris. On est d'abord président de l'ANC. On est d'abord président de l'ANC et ensuite on est président de l'Afrique du Sud et on est président par le bon vouloir de la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, ça on a compris. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Très autoritaire, finalement. Bon, je croyais qu'on était. Je crois, non, on est un pays de libre. J'ai pas répondu à W. C'est le